Bonjour, alors me voilà parti pour une nouvelle vidéo consacrée à François Couperin. Je tenais à évoquer ce très grand compositeur français, tout simplement pour parler de Couperin, certes. Certes, il s'agit de Couperin, mais je voudrais surtout resituer Couperin dans son contexte, ce qui permet d'établir, de mieux établir le fil continu de l'histoire de la musique dans lequel je me situe. François Couperin est donc un compositeur français, très français, du XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Alors c'est un compositeur, je suggère volontiers de ne pas retenir des milliers de dates, parce que c'est impossible et c'est assez vain au bout d'un moment, mais certains compositeurs, notamment les compositeurs que j'aborde dans ce 5e chapitre, comme je l'ai fait pour Monteverdi, je suggère pour Couperin de retenir ces dates. C'est un compositeur qui est né en 1668 et mort en 1733. Je fais remarquer que ces deux dates le situent exactement à cheval, et cet élément est très important, c'est un des éléments du propos que je veux tenir, le situe exactement à cheval entre deux siècles. C'est à la fois un homme du XVIIe siècle, et en cela, c'est une chose très importante ce que je veux dire, en cela c'est très significatif d'un état d'esprit. Le XVIIe siècle français est un siècle bien particulier sous bien des aspects. Je vais l'évoquer très rapidement, mais je vais quand même en dire quelques mots. Le XVIIe siècle, bon bien sûr, historiquement, c'est le siècle de Louis XIV, enfin la seconde moitié du XVIIe siècle. Je rappelle, et cette date aussi très importante qu'il faut avoir présente à l'esprit en ce qui concerne la France et la musique française, c'est la mort de Louis XIV en 1715 ou 1715, c'est très important. Il y a un état d'esprit assez différent, on le sait, c'est une évidence d'ailleurs, entre le XVIIe siècle français et le XVIIIe siècle français, sans tomber, bien évidemment, ce n'est pas vraiment mon genre, sans tomber dans des clichés, on peut quand même dire que le XVIIe siècle français a quelque chose, j'allais dire un mot qui n'est pas tout à fait adapté, mais enfin il y a un aspect austère. Ça n'est pas que ça, loin de là, très loin de là. Mais il y a une certaine austérité au XVIIe siècle. C'est quand même le siècle d'un certain catholicisme, j'en parlerai à propos, et j'en parle tout de suite, à propos de Couperin, parce que ce catholicisme français, c'est le terreau vraiment dans lequel il est né, dans lequel il a eu toute sa formation. Je dis ça simplement pour évoquer cet aspect un peu austère. C'est vrai qu'en France, au XVIIe siècle, c'est aussi le siècle du jansénisme. Le jansénisme, comme on sait, je ne vais pas faire un cours sur le jansénisme, bien que ce soit une chose très intéressante, mais le jansénisme est une forme de catholicisme extrêmement austère, peut-être austère à l'excès, qui en tout cas a eu c'est pour ça que j'en parle, qui en tout cas a eu une immense influence sur tout l'art, toute la pensée, que ce soit philosophie, que ce soit les lettres, la poésie, le théâtre avec Racine, etc. Une très grande influence au XVIIe siècle. Mais, on va me dire pourquoi alors à ce moment-là, j'en ai tant parlé déjà, pas tellement sur Couperin. Couperin se situe dans ce courant du catholicisme français qui n'est pas janséniste. Le jansénisme a touché essentiellement quelqu'un comme Racine, par exemple. Racine a été élevé à l'abbaye de Port-Royal, au cœur même du jansénisme français. Voilà. Eh bien, pourquoi je parle un petit peu de jansénisme, parce qu'il y a une idée très importante qui a été très présente au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle est un siècle qu'on peut qualifier de augustinien, c'est-à-dire qui se réfère beaucoup à la pensée et à l'œuvre de saint Augustin. Le jansénisme en a pris son assise principale dans cet aspect le plus austère qu'il y a chez saint Augustin, bien que saint Augustin ne se résume pas à de l'austérité, loin de là. Mais enfin, le jansénisme a évidemment accentué cet aspect-là, mais de toute façon, la pensée de saint Augustin et la théologie de saint Augustin, l'œuvre de saint Augustin ont été très présentes dans le catholicisme français du XVIIe siècle, qui a été marqué par un personnage, je demande aussi de porter une attention particulière sur cet aspect, qui est Bossuet. Bossuet, ce très grand prédicateur, l'aigle de Meaux comme on l'appelait, a beaucoup marqué ce catholicisme français dans lequel s'inscrit la vie, l'œuvre, la pensée, l'être même, enfin il en est imprégné jusqu'à la moelle des os, François Couperin.
Le catholicisme français, d'ailleurs, qu'on appelle, qui a aussi une caractéristique, j'en dis deux mots aussi là, je pense que c'est important. C'est un catholicisme qu'on appelle aussi gallican, enfin, c'est-à-dire français, typiquement français. Le gallicanisme, c'est-à-dire le catholicisme avec une marque française, marquant une certaine indépendance par rapport à Rome, évidemment. Enfin, il en était tout à fait, évidemment, il n'y a jamais eu de cassure avec Rome, mais enfin, quand même, le catholicisme français s'est inscrit comme étant un catholicisme autonome. Hein. Voilà, oui, oui, j'étais en train de chercher, je voulais dire autre chose, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est la prononciation. On va me dire que je rentre dans des détails. Eh bien non, je ne pense pas rentrer dans des détails, et justement, je n'ai pas un propos de musicologue, non pas que je pense que ce ne soit pas une bonne chose d'avoir un propos de musicologue, mais il se trouve que je ne suis pas musicologue. Je suis musicien, j'enseigne l'écriture, etc. La musicologie n'est pas mon métier, donc j'aime parler de ce que j'aime parler, de ce qui me touche, de manière à le transmettre, voilà, sans pour autant avoir un propos de spécialiste. Alors, François Couperin, par exemple, a écrit une œuvre qui est très connue, ce sont les Leçons de ténèbres, c'est tout ça, c'était pour signaler la prononciation du latin, qui est une des caractéristiques et qui a quelque chose qui a, si j'ose dire, un charme particulier, qui peut exercer même une forme de fascination par son aspect, son côté, qualifions-le d'un peu désuet, enfin c'est un latin un peu d'une autre époque qui n'existe plus, c'est cette prononciation gallicane, cette prononciation française du latin, et depuis maintenant de nombreuses années, très nombreuses années, les enregistrements de musique religieuse française, notamment celle du grand siècle auquel je fais allusion, le siècle de Louis XIV, mais même la musique religieuse d'avant, est chantée maintenant, évidemment, avec un soin particulier, avec cette prononciation spécifiquement française du latin, qui était celle du XVIIe siècle, entre autres, et qui a perduré d'ailleurs jusqu'au XIXe siècle, où le latin a été remplacé par une prononciation plus italienne. Voilà, donc ça c'est un aspect, tout ça, ça fait partie du terreau Couperin. Alors j'en viens maintenant plus précisément à Couperin. C'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie extrêmement mouvementée et romanesque, pas du tout. Il a assumé des charges, il est resté toujours au même endroit, c'est-à-dire entre Paris et Versailles. Voilà. Donc je resitue François Couperin dans son époque, né en 1668. Je disais qu'il est à cheval entre ces deux siècles, donc il participe à la fois de l'esprit du XVIIe et de l'esprit du XVIIIe. Donc ce XVIIe caractérisé, comme je le disais, par une certaine austérité relative, mais quand même. Et le XVIIIe siècle, lui, par contre, beaucoup plus, aussi, là je vais employer quelque chose, une terminologie un peu cliché, c'est plus léger, plus léger. Voilà, je ne vais pas trouver maintenant d'autres qualificatifs. Je signale simplement qu'être né en 1668 et mourir en 1733, c'est avoir le même nombre d'années de part et d'autre dans chaque siècle. 32 ans, 33 ans. Voilà. Donc évidemment, les années du XVIIe siècle, il y a eu toutes les années d'enfance. Cette enfance s'est déroulée à Paris. Avant d'évoquer l'enfance à Paris en quelques phrases, pas très peu, je voudrais dire qu'il s'inscrit dans un peu comme Jean-Sébastien Bach, dans une entre guillemets dynastie de musiciens. Les Couperins, François Couperin, ça n'est pas simplement François Couperin qu'il faut regarder, mais c'est toute la dynastie des Couperins. On peut, et on l'a fait, représenter un arbre généalogique des Couperins, et voir les ascendants et les descendants de François Couperin. Il faut prendre en compte trois personnages importants qui sont trois frères originaires et habitants Chaumes-en-Brie, c'est la Brie française. Donc il y a ici, évoquer la Brie française, c'est évoquer un enracinement tout particulier dans l'Île-de-France, dans cette Brie française, et dans ce village de Chaumes-en-Brie. Village très discret, petit village d'aspect médiéval à l'époque, surtout au XVIIe siècle, avec ses remparts, son église, son marché. Voilà, c'est vraiment le village français, encore médiéval. Je dis encore, non pas que je veuille absolument arracher les choses de cette époque médiévale dont on a
temps on dit qu'elle était sombre et obscure, et loin de moi cette idée, mais enfin c'est encore ce village français qui était un village issu du Moyen-Âge et qui n'avait pas tant changé que ça au début du XVIIe siècle, à l'époque de ces trois Couperins, dont je ne parle pas de François, les trois Couperins qui étaient Louis Couperin, François Couperin, qui n'est pas notre François Couperin, qu'on appelait, pour le distinguer de François Couperin, celui dont je parle, on l'appelait le Vieux, l'ancien, donc François Couperin le Vieux, et le troisième, qui évidemment est très important pour nous, c'est Charles Couperin. Donc je redis, Louis Couperin, François Couperin le Vieux, Charles Couperin, ces trois frères, de ces trois frères, le troisième Charles est le père de François Couperin. Ce sont trois musiciens. L'un des trois est particulièrement connu, le premier, Louis Couperin, donc l'oncle de notre François Couperin. Il est très connu pour ses fameux, très fameux préludes non mesurés. On les appelle non mesurés parce que dépourvus de barres de mesure et même quasiment, ou presque totalement, dépourvus de valeur de notes, c'est-à-dire de distinction entre noir, blanche, croche. On voit, c'est même très beau, il faudrait, je ne sais pas, on va peut-être essayer d'exposer, d'en mettre une image dans cette vidéo, mais un prélude de François Couperin en manuscrit. C'est une très belle chose, on voit ces notes figurées en ronde avec ces grands traits indiquant des tenues. Et en fait, c'est un peu un schéma d'improvisation. Donc Louis Couperin est connu pour ses préludes d'orgue dits non mesurés. Alors, ces trois compositeurs, Louis Couperin, François Couperin le Vieux et Charles Couperin, le père de notre François Couperin, ont été organistes dans une très belle église. Là aussi, j'évoque cette église, c'est une église que j'affectionne moi personnellement beaucoup, c'est l'église Saint-Gervais-Saint-Protais. On l'appelle plus couramment l'église Saint-Gervais, mais enfin, c'est Saint-Gervais-Saint-Protais. Elle est à Paris, derrière l'hôtel de ville, l'actuel hôtel de ville, enfin l'hôtel de ville. Et c'est une ancienne église médiévale avec une façade 17e, 18e siècle, qui est un contraste important. Mais c'est une église vraiment magnifique et qui possédait un orgue, qui a possédé un orgue depuis des temps assez anciens, depuis je pense même la fin du XIVe siècle, donc des orgues encore très rudimentaires, le mot est un petit peu dur, mais enfin des orgues anciennes. Et un nouvel orgue a été construit au début du XVIIe siècle, celui sur lequel Couperin a joué, qui a mis des années à être fait, refait, etc. Je ne connais d'ailleurs pas précisément l'histoire de cet orgue en détail, mais enfin, il y a un orgue du XVIIe siècle, celui où ont joué les Couperins. Donc, on jouait dans cette église les trois frères. Les fameux préludes non mesurés de Louis Couperin ont sonné dans cette église. Et François Couperin, donc notre François Couperin, était très jeune à Paris et écoutait son père. Je reviens à mon premier propos, qu'on ne s'en étonne pas, qu'on ne trouve pas disproportionnée l'allusion que je fais au catholicisme français. Pourquoi ? Parce que c'est une des sources essentielles de la pensée, de la manière d'être de François Couperin. Il a assisté aux offices, donc il connaissait l'accompagnement du chant, il connaissait le déroulement de l'office, et à la mort de son père, peu importe la date exacte, enfin il avait 11 ans, il avait 11 ans à la mort de Charles Couperin, lui revenait de droit, car il était déjà très avancé, la charge qu'il n'a pas assumée, il était encore trop jeune, mais enfin elle lui était destinée, la charge en succession de son père. Il était trop jeune pour l'assumer, parce que c'était une charge importante. Évidemment, c'est une charge qui comprend non seulement, comme ça a été le cas pour Jean-Sébastien Bach, dans un contexte extrêmement différent, mais justement du point de vue religieux, Bach se situe dans un contexte luthérien et piétiste, tandis que, évidemment, Couperin est en plein catholicisme français, et donc 11 ans, c'était quand même jeune, parce que ce n'était pas simplement le caractère, enfin les vertus musicales qui étaient mises à l'œuvre, mais aussi les connaissances théologiques. Peut-être d'ailleurs que théologique est un grand mot, je le remplacerai plus volontiers par les connaissances liturgiques. Il ne s'agissait pas pour Couperin d'être un grand théologien, mais d'être surtout de connaître très bien la liturgie, c'est-à-dire le déroulement des différents offices, et ce de manière assez minutieuse, voire très minutieuse, très précise,
pour être capable d'improviser, de jouer les pièces convenables au bon moment, etc. Ça c'est tout un apprentissage, donc c'est tout un monde. Il faut s'imaginer un très jeune enfant pendant les offices dans les années 1670, quand il était très jeune, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Hein. Voilà. Donc ça, c'est sa formation essentielle, je tenais à la signaler. Alors, je voudrais évoquer maintenant deux aspects de l'œuvre de Couperin. Il y en a d'autres, c'est une œuvre multiple, mais je vais laisser un petit peu de côté, pour ne pas trop étendre ces vidéos, je vais laisser un peu de côté tout ce qui est musique de chambre. Alors attention, l'œuvre de musique de chambre est très importante. Il y a les concerts royaux, il y a les pièces de viol, etc. C'est une œuvre importante. Je vais un petit peu par choix la laisser de côté pour focaliser l'attention sur deux œuvres importantes, enfin deux groupes d'œuvres. D'une part l'œuvre d'orgue, d'autre part l'œuvre de clavecin. On connaît François Couperin essentiellement, quand on parle de François Couperin, on pense clavecin, on ne pense pas vraiment orgue. C'est le grand compositeur du clavecin, le très grand compositeur du clavecin. Je fais une petite parenthèse, moi qui suis spécialiste des parenthèses, mais je profite de ces vidéos pour aborder ces points et peut-être aider à les marquer dans la mémoire. C'est que les clavecinistes, il y a 5 grands clavecinistes dans l'histoire du clavecin. Il y a 2 Français, 2 Allemands, entre parenthèses dont l'un n'est pas complètement allemand, et un Italien. Je laisse d'ailleurs quelques secondes pour qu'on essaye de les trouver. Bon, alors les 2 Français sont François Couperin et Jean-Philippe Rameau. Les 2 Allemands sont, l'un c'est sûr c'est un Allemand, c'est Jean-Sébastien Bach bien sûr, et l'autre il est allemand certes, mais il est considéré souvent par les Anglais, ou toujours par les Anglais, comme un compositeur anglais, parce qu'il a passé la plus grande partie de sa carrière en Angleterre, c'est Handel. Voilà. Et le 5e, il n'y a pas d'ordre, hein, le 5e c'est Scarlatti, Domenico Scarlatti, pour le prononcer à la française. Donc je redis, François Couperin, Jean-Philippe Rameau, qui sont d'ailleurs les 2 premiers dans l'ordre chronologique, et puis les 3 autres, c'est un peu amusant, mais ça aide aussi à les retenir du point de vue de la mémoire, sont nés tous les 3 la même année, Jean-Sébastien Bach, Handel, Georg Friedrich Handel et Domenico Scarlatti sont nés tous les 3 en 1685 et sont morts tous les 3 au milieu du XVIIIe siècle. Pour Bach en 1750, Handel et Scarlatti 57, 59, ou le contraire, c'est pas très grave. Voilà. Les 2 autres, les Français, sont d'un peu avant. Couperin est né en 1668 et Rameau, ma foi, sa date m'échappe précisément maintenant, mais enfin c'est dans ces années-là, voilà, peu importe exactement. Alors, François Couperin, compositeur d'orgue, si j'ose dire, c'est assez facile à concevoir, il est assez facile de concevoir que l'œuvre d'orgue appartient plutôt au XVIIe siècle, et d'ailleurs, comme par hasard, il l'a écrit plutôt au début de sa carrière, et l'œuvre de clavecin appartient plutôt, tant dans son esthétique que dans sa véritable existence, au XVIIIe siècle. Hein. Il a écrit ça dans les années, les 4 livres de clavecin sont du XVIIIe siècle. Alors revenons à l'œuvre d'orgue. Je profite aussi de cette vidéo pour ne pas parler seulement de Couperin, mais élargir, ça a toujours été mon propos. Couperin n'est pas tombé du ciel, quoiqu'un peu quand même. Couperin s'inscrit évidemment tant pour l'orgue que pour le clavecin dans un courant. Hein, il fait vraiment partie d'une tradition. On ne peut pas trouver plus enraciné que Couperin à tous les points de vue. L'école d'orgue française commence avec un grand personnage qui est Titelouze. J'insiste sur ce nom. Titelouze a été un grand personnage. Il a été organiste à Rouen. Et il a donné à l'orgue français une dimension vraiment très importante. Et puis après, il y a eu tous ces organistes qui sont par exemple Louis Marchand, Nicolas de Grigny. Et d'ailleurs, ces personnages, Titelouze, ça n'était pas son cas, c'était un musicien du XVIe siècle, mais Louis Marchand, par exemple, est un exact contemporain de Couperin. Grigny, c'est à peu près la même époque, enfin ce sont les mêmes années, légèrement décalées, mais par exemple, Grigny était à Reims, était organiste à Reims, mais beaucoup de compositeurs comme Niver, par exemple. Niver était organiste à Paris. Alors je crois que Niver tenait l'orgue de Saint-Sulpice, donc Couperin tenait l'orgue de Saint-Gervais-Saint-Protais. Niver, donc voilà, certains m'échappent comme ça, peu importe.
Louis Marchand, voilà, un compositeur très important qui a connu Couperin, qui a connu les Couperins, qui a connu notamment François Couperin, lui a été organiste au Cordelier. Maintenant, ça n'est plus vraiment une église, c'est à côté de la faculté de médecine à Paris. Le couvent des Cordeliers, d'ailleurs, est célèbre parce qu'il a servi de lieu de réunion aux fameux Cordeliers, qui portent le nom de ce couvent, les Cordeliers pendant la Révolution française. Voilà. Donc Louis Marchand était à cet endroit. Voilà, donc l'œuvre d'orgue de Couperin se situe vraiment dans ce courant. Je tiens à faire encore une parenthèse, j'espère qu'on ne m'en voudra pas, c'est que l'orgue français, celui de Couperin, mais peut-être encore plus, et ça c'est sûr d'ailleurs que celui de Grigny a été très important pour ça, l'orgue de Nicolas de Grigny, qui a été donc à Reims, qui était organiste de la cathédrale de Reims, a eu une grande influence parmi les nombreuses sources qui ont abouti à l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Je me permets d'aller un petit peu plus loin dans la parenthèse et de quitter le sujet spécifiquement Couperin. Bach s'est alimenté un peu comme un fleuve principal de différents affluents, confluents, qui ont amené à son œuvre. Il y a chez Bach la source flamande, avec des gens comme Sweelinck par exemple, la source d'Allemagne du Nord avec des gens comme Buxtehude, la source d'Allemagne du Sud et de Savoie avec Moffat, Froberger, Pachelbel, la source italienne avec Frescobaldi et la source française avec Nicolas de Grigny, justement, Nicolas de Grigny et François Couperin. Et je crois, je suis même sûr d'ailleurs, oui, je suis sûr, que Jean-Sébastien Bach avait une grande admiration pour la musique française, et notamment pour l'orgue français, et il a recopié toute l'œuvre, je crois. Ça demanderait à être vérifié, mais j'en suis à peu près sûr. En tout cas, une grande partie, si ce n'est pas tout, c'est une très grande partie de l'œuvre de Nicolas de Grigny qu'il connaissait parfaitement et qu'il admirait. Il y a une tradition en France de fugue à 5 voix, par exemple, qui a été très très importante. Et Bach a écrit spécifiquement dans ce style français à certains moments, comme il a écrit dans le style de l'Allemagne du Nord, par exemple la fameuse toccata et fugue en ré mineur, est plutôt apparentée à l'art de Buxtehude et de l'Allemagne du Nord. Donc il y a eu ces apports, et l'apport français n'a pas été le plus petit de ces apports. Voilà. Alors, pour revenir à Couperin et son œuvre d'orgue, donc je vais arrêter là parce que je ne vais pas rentrer dans trop de détails, je vais parler un petit peu plus du clavecin peut-être. L'œuvre d'orgue, ce sont essentiellement deux grandes œuvres, c'est-à-dire deux messes, la messe pour les couvents et la messe pour les paroisses, tout simplement. Et dans ces œuvres d'orgue, il y a une très grande diversité. Je ne peux pas rentrer ici, évidemment, ça demanderait un très grand développement, il faudrait regarder les partitions, décrire les œuvres en détail. Tout ça est extrêmement intéressant, mais bon, je ne m'en tiens qu'à une simple présentation de François Couperin, mais j'invite tout un chacun à aller y regarder de plus près, d'autant plus qu'avec Internet, c'est chose désormais extrêmement facile. Donc, deux grandes œuvres, la messe pour les couvents et la messe pour les paroisses. Voilà. Il faut savoir que l'œuvre d'orgue, la tradition française de l'orgue, c'est un petit peu deux types de musique. Hein. C'est la musique d'une part plutôt austère, c'est-à-dire austère. Je vais dire par là qu'elle est un peu une réplique et une continuation. On a ça à l'origine de cette école française chez Titelouze. Elle est un petit peu la continuité du contrepoint vocal. C'est-à-dire qu'à l'orgue, on jouait finalement ce qu'on chantait. Hein. Donc ça, c'est l'aspect contrapuntique, peut-être plus austère, très imprégné de chant grégorien. Et puis, il y a un côté plus, comment le qualifier, certainement pas profane parce que ça n'est pas l'endroit, mais enfin plus... Je n'ai pas de terme qui me vient en tête, enfin plus proche par exemple, oui, c'est tout simplement ça, plus proche de la musique du clavecin, c'est-à-dire de ces suites. Hein, Bach écrira, on sait, on connaît bien les suites de Bach, les suites françaises justement, hein, les suites anglaises, les suites allemandes appelées partita. Eh bien, il y a ça dans le clavecin, avec cette succession de danses allemandes, courantes, sarabandes, gigues, et puis toutes les danses à rajouter, menuet, passe-pied, gavotte. Alors, ça n'est pas ça à l'orgue, mais c'est un petit peu ça quand même. Donc il y a ces deux versants, il y a l'aspect plus austère lié à la polyphonie religieuse, et puis le côté plus dansant, peut-être plus pittoresque. Il y a un mélange très harmonieux entre les deux et qu'on trouve donc dans
dans ses œuvres pour orgue de Couperin. Alors, l'autre versant auquel je faisais allusion, c'est la musique de clavecin. Alors, la musique de clavecin, elle, a une origine qui est très importante, et très important de le souligner. Elle aussi, elle n'est pas tombée du ciel. C'est un long processus d'évolution qui prend sa source essentiellement chez ce qu'on appelle les virginalistes anglais. Le virginal anglais, c'est un instrument d'ailleurs un peu difficile à définir, qui est souvent un simple rectangle, enfin c'est un instrument déjà assez modeste de proportion, ça n'est pas un immense instrument, le virginal anglais, souvent trapézoïdal pourrait-on dire, ou rectangulaire, hein, qui se pose. Voilà, c'est de type épinette clavecin, c'est une épinette d'une certaine manière. Mais enfin, on l'appelle le virginal, c'est le virginal anglais, avec ses caractéristiques propres. C'est un instrument qui a vu sa floraison maximum pendant la période élisabéthaine, c'est-à-dire la fin du XVIe siècle, le début du XVIIe siècle, avec des compositeurs comme Thomas Tallis, très grand compositeur anglais, ces très grands compositeurs anglais qui ont aussi beaucoup écrit pour la viole de gambe, pour les ensembles vocaux, Thomas Tallis, William Byrd et le très grand Orlando Gibbons. Voilà, donc ça, ce sont les virginalistes anglais qui ont déjà... Il y a déjà beaucoup d'éléments qu'on va trouver chez les clavecinistes français qui sont chez ces virginalistes anglais, notamment pour le goût des pièces avec toutes ces dénominations extrêmement imagées et poétiques. Ce sont des compositeurs, je le redis, oui je l'ai dit, mais pour préciser cette période, c'est fin 16e, tout début 17e siècle, c'est la période d'Élisabeth Ier d'Angleterre, ce qu'on appelle la période élisabéthaine, la période de Shakespeare. Je crois que c'est dans les années 1710 par là que Shakespeare écrira certains très grands textes, comme par exemple La Tempête ou Henri VIII, ou des pièces comme ça. Donc c'est le tout début du XVIIe siècle, c'est aussi l'époque après de Jacques Ier d'Angleterre. Voilà, donc c'est une période de grande floraison d'art anglais, et notamment dans le domaine musical, celui qui nous intéresse, c'est l'art de ces fameux virginalistes anglais. Ensuite, il y a une deuxième école qui est d'une importance considérable elle aussi, et qui prend sa source, qui est une prolongation des virginalistes anglais, c'est l'art des luthistes français. Alors il y a une très grande école de luth français au début, dans la première moitié du XVIIe siècle, qui elle aussi évidemment plonge largement au XVIe siècle, et je citerai un nom seulement, et j'invite aussi à tout un chacun d'aller regarder, écouter des œuvres qui sont extrêmement belles, ces œuvres pour luth de Gautier. Gautier, qui s'écrit Gaultier, Gautier. Il y a le grand Gautier qui a écrit un grand nombre d'œuvres de clavecin, je veux dire, un grand nombre d'œuvres de luth. Il y a d'autres Gautier, puis il y a d'autres luthistes évidemment. Le luth était l'instrument noble par excellence dans la première moitié du XVIIe siècle français, l'époque de Louis XIII, jusqu'à un peu tard, hein, évidemment, au début du règne de Louis XIV. C'était un instrument très réputé noble, qui d'ailleurs était sociologiquement aussi attaché à la noblesse, puisqu'il était joué, il a été joué par les rois de France, tout simplement. Ils ont chacun été de bons luthistes, parfois des luthistes moins bons, mais enfin, le luth était vraiment très présent. Il a aussi été très présent dans le milieu et la sphère des précieux, hein. La fameuse poésie précieuse, eh bien, les airs français étaient beaucoup accompagnés par le luth. Alors, quelques mots sur ce luth, très brièvement, pour dire que cet instrument est un petit peu, c'est un instrument déjà assez délicat d'usage, donc qui demande un accord assez long. Tout ça conditionne, et puis il y a aussi ces contraintes de jeu, qui fait qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses, on ne peut pas tout faire avec un luth. On peut faire, attention, on peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout faire. Donc déjà, il y a la contrainte tonale, c'est-à-dire que quand on joue toute la pièce, et l'ensemble des pièces sera plutôt dans la même tonalité, parce que le luth sera accordé en fonction de cette tonalité, tout ça aura une répercussion très importante sur les suites, c'est-à-dire les ordres, que Couperin appellera les ordres, les danses, c'est-à-dire que toute la suite aura la même tonalité. C'est aussi à l'origine de la sonate ou de la symphonie, qui est dans une même tonalité, à l'exception de son mouvement lent. Mais dans les suites de luth, on est dans la même tonalité. Ceci est conditionné par un désir évidemment évident et tout à fait clair
d'avoir une unité musicale dans la même tonalité, mais ça vient aussi, ça résulte aussi des contraintes instrumentales, c'est qu'il était difficile de changer de tonalité en courant le risque d'être mal accordé, puisque le tempérament était très inégal justement et non pas égal, comme il y est fait allusion dans le fameux clavier bien tempéré. Là, c'était un luth qui n'était pas tempéré, un tempérament très inégal. Donc, le tempérament, la manière d'accorder était faite en fonction des tonalités, et donc il valait mieux pendant différentes pièces successives jouer dans la même tonalité afin d'être bien accordé, parce qu'une autre tonalité aurait vu certains écarts, certains intervalles mal ajustés, si je peux dire. Voilà. Donc il y a eu cette unité, un des aspects des suites, c'est l'unité tonale, c'est aussi le... Alors oui, il y a un aspect très très important, voilà, c'est ça je voulais le dire, très très important, qui nous concerne en plus de ça dans la pièce que j'analyserai dans une vidéo ultérieure, c'est le jeu lutté, on l'appellera le jeu lutté, c'est-à-dire le jeu type lutte, de type lutte, et on l'appelle aussi le jeu brisé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des accords, parce qu'au luth évidemment le jeu se fait, les accords sont égrenés pourrait-on dire, donc il y a une manière de faire entendre la polyphonie en passant d'une voix, en zigzagant d'une voix à l'autre, ce qui donnera ce jeu qu'on appelle donc lutté ou brisé, et on va le retrouver chez Couperin. Alors tout ceci peut dire que les luthistes et l'école de luth a été très importante, avec notamment ce fameux Gautier, je demande de retenir ce nom, et puis après, les clavecinistes ont pris le relais. Et le premier grand claveciniste est le fameux Jacques Champion de Chambonnières, le fameux Chambonnières. Donc il y a eu toute une génération, je ne vais peut-être pas les détailler, ce serait beaucoup trop long, mais j'évoque quelques noms rapidement qui me viennent en tête, je ne les ai pas notés, mais enfin on les connaît quand même très bien. C'est... alors voilà, qu'en voulant les nommer, je les oublie. Bon, j'allais dire Nicolas de Grigny, non, ça c'est un organiste essentiellement, mais Louis-Claude Daquin, bon, je commence par pas forcément le plus important de tous, Dandrieux, Forqueray, voilà, j'en passe et des meilleurs, il suffit de regarder dans un ouvrage pour tomber sur la liste, peut-être que je l'ai dans quelques notes prises ici, non, je ne les ai pas, ça n'est pas très important. Alors, François Couperin a écrit 4 livres de clavecin, peu importe d'ailleurs, ce découpage est un petit peu artificiel, 4 livres de clavecin, ces livres contiennent un grand nombre de suites. François Couperin ne les appelle pas suites comme les appellera Jean-Sébastien Bach, qui a écrit les fameuses suites françaises, suites anglaises, suites allemandes qu'on appelle partita, il a écrit des suites pour violoncelle seul, des suites pour violon seul, bon bien Couperin a écrit aussi ces suites, mais il les appelle des ordres. Ordre signifie tout simplement ordre, c'est-à-dire suite de pièces. Ces pièces sont en général, enfin même toujours à la base, à l'origine, sont des danses. Il y a 4 danses, je tiens à les signaler, 4 danses essentielles qu'on trouve déjà chez les luthistes, chez Gautier par exemple. Les 4 danses qu'on va trouver chez Jean-Sébastien Bach, ce sont surtout les 3 premières chez Couperin. La 4e est un petit peu plus irrégulière, mais les 3 premières sont très importantes. C'est l'allemande, la courante et la sarabande. Je signale aussi l'importance chez Couperin, c'est très particulier chez les Français, et donc chez Couperin en particulier, l'importance de la courante. La courante, c'est la courante française. Elle a une caractéristique différente de la courante italienne. La courante italienne est assez légère, la courante française est assez recherchée, voire maniérée. Souvent à 3-2, 6-4, peu importe, je ne rentre pas dans les détails, avec un goût particulier chez Couperin pour écrire une courante, mais même 2 courantes, et le double de la première courante, le double de la deuxième courante, c'est-à-dire une première partie, une deuxième partie variée, une deuxième courante avec une deuxième partie, elle aussi variée, donc la courante est très importante. La sarabande, bien sûr, en tant que danse lente, évidemment le caractère dansé disparaît petit à petit, enfin il est encore un peu présent, mais enfin, ce ne sont plus des danses au sens de la Renaissance. Des danses de la Renaissance, ce sont de vraies pièces instrumentales, mais qui sont inspirées du caractère dansé d'origine, la mesure notamment et le rythme. Voilà, donc les 3 pièces, je reviens, je les résume, allemande, courante, sarabande, et la 4e, qui chez Bach finit toujours, à quelques très rares exceptions près, qui finit ses suites, les suites françaises, allemandes, anglaises chez Bach, c'est la fameuse gigue.
Alors chez Couperin, il y a aussi la gigue, mais elle est moins régulière qu'elle ne sera par exemple chez Bach. Et puis certaines pièces ne s'appellent pas gigue, mais ce sont quand même un peu des gigues. Je repensais en regardant la partition très récemment, là, une pièce un des ordres, je confonds parfois le numéro des ordres, mais ça n'est vraiment pas très important, qui termine par le moucheron. Je crois que c'est le 6e ordre, peu importe, le 6e ordre finit par le moucheron. Alors ça s'appelle le moucheron. Alors c'est censé évoquer, c'est toujours ces titres très imagés et pittoresques. Ça me fait penser au tableau de Chardin, par exemple, où on voit ces scènes extrêmement, ces natures mortes. On voit un peu cette ambiance 18e siècle. Enfin, ambiance, je n'aime pas dire ça. Enfin, en tout cas, chez Chardin, il y a quelque chose de bien particulier. C'est une représentation de la vie, etc. Il y a un petit peu ça chez Couperin, avec des noms très modestes. Le moucheron, bah, c'est un petit peu cette idée toute simple d'un peu comme un moustique, et c'est pas un moustique, c'est un moucheron, mais qui passe et qui repasse et qui vous agace un peu. Donc le motif tourne sur lui-même. Voilà, il y a ça chez Couperin. Et c'est un peu une gigue, c'est ça que je voulais dire. C'est ta patata, ti patata, papa, etc. C'est une gigue. Alors, ça ne s'appelle pas gigue, mais finalement, c'en est une. Alors, ce que je voulais dire, oui, c'est ça que je voulais dire, il ne faut pas que j'oublie. J'ai d'ailleurs écrit sur une feuille, là, je vais donc le lire, je ne résiste pas à ce plaisir de lire un petit extrait que j'ai recopié d'une œuvre importante de Couperin, c'est, il faut la connaître, il faut savoir qu'elle existe déjà, c'est très important, c'est son art de toucher, je pose cette feuille pour en dire quelques mots avant, c'est l'art de toucher le clavecin. C'est en quelque sorte un traité de clavecin, d'enseignement du clavecin. Alors c'est un traité qui est un petit peu mal fait. Couperin n'était pas un grand théoricien, c'était quelqu'un, je le rapproche souvent, enfin mentalement comme ça, d'un autre personnage du XVIIe siècle qui l'a précédé, qui était né avant lui, mais enfin pas si longtemps que ça avant lui, 20 ans avant, hein. 30 ans avant, disons à peu près, une trentaine d'années avant, c'est Jean de La Fontaine. La Fontaine était un personnage, c'est peut-être le plus grand poète de la langue française, enfin c'est un des grands poètes de la langue française, mais c'était en même temps quelqu'un qui ne courait pas après la réussite sociale. C'était quelqu'un qui était un petit peu dans son coin. Il a été taxé, il s'est lui-même taxé d'une certaine paresse. Et bien Couperin, il y a un peu ça. Donc pour Couperin, écrire un traité, oh là là, ça n'est pas vraiment son propos. Alors il a écrit, alors c'est un petit peu brouillon, il y a des redites, et puis il y a des choses qui manquent. Alors voilà, ce traité de l'art de toucher le clavecin, et c'est bien du Couperin aussi finalement, hein, pour ça. Alors il y a des pièces, et puis il y a un certain nombre de conseils, de présentations de cet art de toucher le clavecin. Je fais juste, encore une parenthèse dont décidément j'ai l'art, c'est le terme toucher. Je signale en Europe et dans les langues latines, que sont le français, l'espagnol, portugais, italien, et roumain aussi, que jouer d'un instrument, chacun le dit à sa manière. Les Français sont un petit peu à part en disant jouer, par exemple, jouer du piano. Les Italiens disent, je le dis en français, sonner le piano. Suonare, en italien, tout simplement le verbe suonare, le verbe sonner, veut dire jouer d'un instrument. En espagnol, c'est plutôt le verbe toccare, toccare, c'est-à-dire toucher. Donc il y a le verbe en français jouer, en italien sonner. Alors en italien, attention, on a dit aussi toucher l'instrument, on disait toucher, on disait sonner. D'où les mots sonata et toccata. La toccata en français on dit, ça signifie tout simplement pièce instrumentale, c'est-à-dire une touchée, comme on dirait une cuillerée, et bien c'est une touchée, c'est-à-dire un moment où on joue de l'instrument. Donc une toccata, à l'origine, ne veut simplement dire que ça, et une sonate, una sonata, signifie aussi une pièce sonnée, une sonnée, voilà. Donc il y a le verbe, et puis il y a le verbe aussi chanter en roumain, on dit chanter du piano, ce qui est une très belle chose. Et là, c'est en fait l'ancien usage latin, on disait chanter pour jouer d'un instrument. Voilà. Et donc, l'art, ici, c'était un peu pour développer ce titre de Couperin, l'art de toucher le clavecin, c'était bien l'art de jouer du clavecin, mais il employait le terme qui est resté en espagnol, l'art de toucher le clavecin. Alors, il y a 1000 remarques, 1000 conseils, etc. Et j'en lis un, je l'ai recopié à cet effet. Et ce petit texte me plaît bien parce que
j'en suis particulièrement... je suis partie prenante de ce texte. Je l'ai moi-même dit à des élèves de piano, à des jeunes élèves, alors je le lis. C'est bien du Couperin. Hein. Il est mieux, pendant les premières leçons qu'on donne aux enfants, de ne leur point recommander d'étudier en l'absence de la personne qui leur enseigne. Les petites personnes sont trop dissipées pour s'assujettir à tenir les mains dans la situation qu'on leur a prescrite. Pour moi, dans les commencements des enfants, j'emporte par précaution la clé de l'instrument sur lequel je leur montre, afin qu'en mon absence, ils ne puissent pas déranger en un instant ce que j'ai bien soigneusement posé en 3/4 d'heure. Voilà. Il m'est moi-même arrivé, je ne me compare pas à Couperin, c'est pas ça, mais enfin c'est une réflexion que j'apprécie particulièrement, c'est-à-dire que pour les jeunes et les très jeunes, enfin c'est ce qu'il dit, il vaut mieux les enseigner, comme il dit, ou leur enseigner, et être avec eux, mais ne pas les laisser seuls, parce qu'ils vont tout de suite prendre de mauvaises habitudes. Voilà. On le remarque beaucoup, j'ai beaucoup enseigné le piano, et j'ai été jusqu'à déconseiller de jouer du piano à la maison sans le professeur, parce que si c'est pour prendre des mauvaises habitudes et de défaire ce qui a été fait, voilà, j'ai toujours été touché, enfin toujours, je l'ai découvert il y a quelques années seulement, c'est pas un texte que je connais depuis très très longtemps, mais enfin en le lisant, j'ai été très touché par ce texte, parce que je me sens particulièrement proche de cette idée. Je vais terminer ce petit tour d'horizon sur Couperin en signalant, je laisse un petit peu de côté donc ce qu'on appellerait, c'est un terme plutôt du 19e siècle, la musique de chambre, c'est-à-dire les pièces pour viol, les suites instrumentales qui sont très très belles, les goûts réunis, les concerts royaux, tout ça j'invite tout le monde à regarder. Une œuvre particulière par contre que je conseille, dans laquelle j'avais l'intention peut-être de l'analyser, mais je ne vais pas le faire, ça nous entraînerait trop loin, je vais me consacrer à une pièce de clavecin. Mais cette œuvre, c'est, j'y ai fait allusion tout à fait au début, c'est Les Leçons de ténèbres. Non, je le dis maintenant, Les Leçons de ténèbres. Couperin a écrit une suite de pièces qu'on appelle Leçons de ténèbres, qui signifie lecture dans l'obscurité, c'est-à-dire la nuit. Il y avait une tradition pendant la Semaine Sainte, donc il y a le mercredi saint, le jeudi saint, le vendredi saint, dans les couvents, ce sont des pièces écrites pour un couvent de religieuses, où on lisait, ça s'est pratiqué jusqu'à nos jours, hein, les lamentations de Jérémie en latin évidemment, et au fur et à mesure de la lecture, donc de ce qu'il appelle les leçons de ténèbres, on éteignait les bougies une par une pour finir dans l'obscurité totale. Donc c'est écrit pour une voix ou deux voix avec viol de gambe et clavecin. Ce sont des pièces absolument magnifiques et j'invite à aller les écouter. Et là, justement, on entend, quand les enregistrements sont bons, mais maintenant, désormais, la règle est adoptée par tout le monde, les chanteurs qui chantent les leçons de ténèbres adoptent la prononciation gallicane, c'est-à-dire cette prononciation bien particulière du latin, qui est celle qui était celle, en tout cas, de l'époque, enfin du XVIIe siècle. Voilà. Donc les leçons de ténèbres, j'invite beaucoup à les écouter, c'est un texte absolument magnifique, notamment avec ces fameuses lettres enluminées musicalement. Hein, chaque pièce commence par la lecture de la lecture. Enfin, est-ce que c'est une lecture par l'énonciation de des lettres de l'alphabet hébreu, hein. Donc il y a Aleph, Bet, etc., Guimel, etc. Et ces lettres sont vocalisées. Hein. On chante Aleph avec une vocalise. C'est un petit peu comme la lettre du manuscrit qui serait enluminée. Là, l'enluminure, c'est la vocalise du chanteur, plutôt de la chanteuse, puisqu'il s'agit de religieuses. Donc j'invite à écouter ces lamentations de Jérémie, ces leçons de ténèbres de François Couperin. Alors, je m'attacherai plus particulièrement pour l'analyse à une pièce, peut-être deux. Je vais prendre la partition ici simplement pour lire les titres, parce que ce sont des titres absolument magnifiques. Alors ça, je voulais y faire allusion, je vais le faire un petit peu rapidement. Mais je voulais m'attacher, par exemple, au 6e ordre. Voilà, je vais reprendre la page du 6e ordre, où se trouve, je vais lire le 6e ordre, voilà, je tourne les pages,
Sixième ordre, je lis. Alors, il y a dans ces ordres le sixième, huitième, neuvième, ça c'est dans le deuxième livre, peu importe. Ce sont des œuvres vraiment complètes. Hein. On peut jouer, bien sûr, il n'est pas interdit de jouer des pièces séparées, c'est très très bien, mais il est bon de jouer l'ensemble des pièces parce que l'œuvre, il y a une cohérence, elle forme un tout, y compris sur la thématique. Hein. Là, par exemple, c'est une thématique un peu, je la qualifierais de champêtre. La première pièce c'est un rondeau qui s'appelle Les Moissonneurs. Je tourne la page. La deuxième pièce s'appelle Les Langueurs tendres. Le gazouillement pour la troisième pièce. Ensuite, la Berçant. Berçant, c'est un nom. C'est un nom mystérieux, comme beaucoup de pièces de Couperin. Même à l'époque, je pense que les gens n'identifiaient pas forcément le titre, la signification du titre. La Berçant, Berçant. Là, ça veut dire la pièce. Hein, c'est pas forcément. Berçant n'est pas forcément féminin. C'est la pièce qui s'appelle Berçant, ça veut dire la Berçant, vraisemblablement un personnage de l'époque, un homme ou une femme. Et puis il y a cette pièce que je trouve magnifique qui suit après, qui est un rondeau, ce sont les Barricades mystérieuses, et c'est cette pièce que je voudrais analyser. Ensuite, on trouve les Bergeries, la Commère et le fameux Moucheron, qui est à 12/8, donc qui est en ternaire et qui est comme une gigue finale, mais il ne dit pas gigue, il ne donne plus de nom de danse, il appelle ça le Moucheron. Je fais une allusion aussi brève au 13e ordre pour parler de l'ensemble de pièces qui terminent cet ordre, qui sont les Folies françaises ou les dominos. Je rappelle que le domino, je pense que c'est un terme vénitien, ça voulait dire le masque qu'on portait pendant le carnaval. Hein. Eh bien, il s'agit de variations, premier couplet, deuxième, troisième, etc. Ça va jusque, je regarde ici, à 12, hein. Oui, c'est bien 12. Jusqu'à 12 couplets. Après, il y a un petit texte qui termine, qui s'appelle un petit mouvement lent, qui termine ce 13e ordre, qui est l'âme en peine. Mais ces fameux dominos, les Folies françaises, alors là, je veux lire les titres, parce que ce sont des titres magnifiques. Hein. C'est déjà en soi de la poésie pure, si j'ose dire. Le premier couplet, la virginité. Alors, à chaque fois, il y a une couleur associée à ce titre, et c'est la couleur du masque, du domino porté. Alors, la virginité, sous le domino, couleur d'invisible. Deuxième couplet, la pudeur, sous le domino, couleur de rose. L'ardeur, sous le domino incarnat, ce rouge vif soutenu. Ensuite, quatrième couplet, l'espérance, bien sûr, sous le domino vert, puis la fidélité sous le domino bleu, la persévérance sous le domino gris de lin. Septième couplet, la langueur sous le domino violet, la coquetterie, huitième couplet, sous différents dominos, et puis le neuvième que je trouve magnifique, les vieux galants et les trésorières surannées. C'est un titre déjà d'une poésie incroyable. Les vieux galants et les trésorières surannées, sous les dominos pourpres et feuilles mortes. Ensuite, le 10e couplet, les coucous bénévoles sous les dominos jaunes. Le 11e, la jalousie taciturne sous le domino gris de mort. Et enfin, la frénésie ou le désespoir sous le domino noir. Je trouve ça absolument magnifique, c'est une poésie incroyable. Et je proposerai d'une part la pièce du 6e livre, qui sont donc les Barricades mystérieuses, qui est un rondeau, et peut-être, si j'ai le temps, j'analyserai, ça c'est assez facile à analyser parce que la pièce est très brève, c'est les coucous bénévoles, qui est dans ce 13e ordre, et qui est le type même, l'un comme l'autre. C'est pour ça que je les ai choisis aussi, enfin c'est pour leur intérêt musical, pour leur substance musicale, mais c'est aussi pour leur type d'écriture. L'un comme l'autre sont des exemples d'écriture brisée ou luttée, qui vient de l'ancien luth français entre autres. Le luth n'a pas été qu'en France. Je signale pour terminer, et j'invite tout le monde à regarder l'iconographie des luths. Alors, évidemment, ce n'est pas le sujet, je viens de parler de Couperin, je reparle d'autre chose, mais le luth a suscité de très beaux tableaux. Je pense par exemple à un tableau du Caravage. Il y a un très très beau luth, et il se trouve sur ce tableau une partition ouverte qui est la partition d'un compositeur franco-flamand qui a écrit pour le luth. Donc encore une fois, le luth n'est pas qu'une spécificité française, là il s'agit de l'œuvre d'un franco-flamand. Mais laissons de côté le luth et repensons à notre Couperin. Donc je dis à très bientôt pour cette vidéo d'analyse.